tout simplement pour illustrer un peu qu'on sous-estime beaucoup la prévention nutritionnelle alors qu'elle est très forte. Pourquoi la prévention nutritionnelle? Parce que tout simplement, lorsqu'on adopte une bonne nutrition tout le long du cycle de vie, la bonne nutrition devient à ce moment-là un levier de développement pour un pays. Seulement, chacun d'entre nous a une vision fragmentaire de la prévention nutritionnelle. Pour un nutritionniste comme moi, c'est peut-être une lance. Pour un pharmacien, c'est un éventail. Pour un médecin, c'est un mur, et ainsi de suite. Chacun a une vision fragmentaire donc, de la prévention nutritionnelle. C'est pour cela qu'il a fallu mettre en place un cadrage international. Et ce cadrage international a commencé en 1992. Dans le monde, il y a eu 2 conférences internationales de nutrition. La première, elle a eu lieu en 1992 et la deuxième, elle a lieu en 2014. Alors, la première conférence internationale de nutrition, ses orientations stratégiques étaient la lutte contre les carences en micronutriments. La deuxième conférence internationale de nutrition qui a lieu en 2014, les orientations stratégiques étaient la lutte contre les maladies non transmissibles et encore la lutte contre les carences en micronutriments. Alors, aussi bien la stratégie de la nutrition de la région EMRO et la stratégie de la région Afrique, la deuxième conférence internationale de nutrition, l'action de nutrition des Nations Unies pour la nutrition, les objectifs de développement durable que vous connaissez tous, les cibles de l'OMS et au niveau national, la stratégie nationale, plutôt le plan santé 2025, la stratégie multisectorielle de lutte contre les maladies non transmissibles, les programmes nationaux de nutrition ont en commun la prévention nutritionnelle des carences en micronutriments et des maladies non transmissibles. Alors, on a souvent tendance à assimiler ou bien juste à confondre un peu la nutrition et l'alimentation. En fait, la définition depuis la deuxième conférence internationale de nutrition, elle est basée sur 3 piliers. L'alimentation, le statut nutritionnel et l'activité physique. Et ce qui est prévu à la 3e conférence internationale qui aura lieu en 2025, c'est de rajouter un 4e pilier, à savoir la sociabilité. Bien sûr, la nutrition, il y a les sources de facteurs de risque et aussi les sources de facteurs protecteurs. Concernant la prévention nutritionnelle des maladies non transmissibles, vous connaissez tous, la plupart d'entre vous, ou du moins les gens qui sont aussi jeunes que moi, se rappellent de ce film. Tout simplement, c'est pour dire que le commun des mortels associe donc le sucre à une pathologie ou le sel à une pathologie. Et effectivement, tout converge. Le sucre, la réduction de la consommation du sucre, la réduction de la consommation du sel, la réduction de la consommation du gras et aussi la réduction de l'apport énergétique convergent justement vers la décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition. Et souvent on entend dire avant c'était mieux, on mangeait mieux. En fait, c'est pas vrai. Avant, il y avait la pénurie. Et c'est pas mieux maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a plus d'aliments très riches en produits transformés ou purifiés, très riches notamment en sucre, en sel, en gras. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en un demi-siècle, l'apport énergétique au Maroc a augmenté de 700 kilocalories par personne et par jour. Il y a, selon le rapport global de nutrition, il y a ce qu'on appelle la nouvelle norme. Car en plus de 45 pays à travers le monde donc, font face à ce double fardeau, les carences et les maladies non transmissibles. Et c'est pour cela qu'on pense à traiter la malnutrition d'une autre manière et changer un peu, selon cette citation d'Einstein, c'est pure folie de faire sans arrêt la même chose et d'espérer un résultat différent. Effectivement, il faut faire les choses différemment pour pouvoir espérer un résultat différent. C'est pour cela qu'il faut, à chaque acteur de la nutrition, du secteur de la nutrition, parler son propre langage. Il faut tenir un langage spécifique aux pharmaciens, aux médecins, aux chercheurs, aux nutritionnistes, aux industriels, aux citoyens, aux décideurs et aux politiciens, à chacun son langage
pour pouvoir travailler ensemble, main dans la main, et pour lutter contre ces carences en micronutriments et ces maladies non transmissibles. Alors, il y a autre chose qu'il faut savoir, il faut aussi sortir de ce qu'on appelle sortir du déni. Qu'est-ce qu'on entend par sortir du déni? L'industriel, effectivement, l'industriel peut être le problème, mais ce qu'il ne faut pas savoir en agroalimentaire, c'est que l'industriel peut être aussi la solution. Rappelez-vous, qui se rappelle encore de Kodak? Qui se rappelle de Nokia, Korean, Mammouth, Rover Compact? Toutes ces industries ont disparu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas alignés sur les besoins des citoyens. Regardez, l'industrie agroalimentaire, si l'industrie agroalimentaire c'est-à-dire ne répond pas aux besoins du consommateur, s'il ne diminue pas la teneur en sucre, du gras et aussi du sel dans ces produits, peut-être qu'ils vont finir comme le Titanic. Rappelez-vous aussi, à certaines périodes, il y a 20 ans, entre-temps, il était pratiquement impossible c'est-à-dire dans un mariage, d'avoir un thé sans sucre. Tous les thés donc, étaient servis avec du sucre. Et maintenant, le citoyen a changé. Dans un mariage, on peut dire c'est-à-dire avec sucre, sans sucre. C'est-à-dire que le citoyen a commencé à changer ses habitudes. Donc, vous voyez un peu, donc il faut quand même s'aligner sur les demandes des consommateurs. Alors, autre chose. Pourquoi la lutte contre les maladies non transmissibles? Tout simplement parce que les maladies non transmissibles, donc, elles sont présentes tout le long du cycle de vie. Et autre chose, c'est aussi les maladies les plus démocratiques. Ils touchent aussi bien les pauvres que les riches, aussi bien les pays développés que les non développés. Alors, à chaque seconde, vous avez une personne qui est âgée entre 30 ans et 70 ans décède prématurément d'une maladie non transmissible. Si on regarde les cibles mondiales de lutte contre les maladies non transmissibles, vous avez ce qui est demandé notamment, c'est une réduction de 30% de la consommation du sel alimentaire, entre autres. Si vous regardez les cibles fixées par notre pays, là c'est plus rationnel, on nous demande donc une réduction de 10% donc, de la consommation du sel. Et bien d'autres cibles, bien sûr. Alors, qu'en est-il en Afrique? Donc Selma m'avait demandé donc, de faire un travail sur l'Afrique. Voilà un peu, et j'ai regardé un peu les différents pays africains qui sont présents à l'Officine Expo 2020. Tous ces pays-là, donc j'ai regardé un peu ce qu'il en est, et si vous regardez le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, pratiquement plus de 80% des décès sont dus aux maladies non transmissibles. Mais si vous regardez par exemple la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Gabon, le Burkina Faso, le Niger, le Zimbabwe, le Kenya, l'Afrique du Sud, pratiquement, c'est moins de 50% c'est-à-dire des décès sont dus aux maladies non transmissibles. Et c'est plutôt l'inverse, les maladies transmissibles qui sont la cause de la plupart des décès. Alors, l'Afrique. L'Afrique doit rendre sa copie. Pourquoi est-ce que je dis que l'Afrique doit rendre sa copie en 2025 et 2030? C'est tout simplement parce que les objectifs de développement durable, donc chaque 2 années, chaque pays doit rendre sa copie pour dire qu'est-ce qu'il en est des avancées en matière de lutte contre les maladies non transmissibles. Et voilà un peu ce qu'il en est pour le Maroc et le Bénin. En fait, cette note est basée sur 10 points, sur l'atteinte de ces 10 activités ou aussi des actions. Et si on regarde un peu les notes des pays qui sont présents ici, vous avez la plupart des pays ne dépassent pas la note de 3, sauf pour le Kenya, qui a 4 sur 10, et donc 4 sur 10, comme la France a 4 sur 10, et la Suisse a 5 sur 10. C'est-à-dire tous les 2 ans, d'ici 2019, bien sûr, ces notes vont changer. Alors, pour le Maroc, vous avez à peu près, pour le coût de l'obésité, ça coûte 24 milliards de dirhams, c'est-à-dire 2,8% de PIB, c'est-à-dire 2 fois le budget du ministère de la Santé. Et les maladies non transmissibles coûtent à peu près 60 milliards de dirhams par an. Alors, les grandes orientations sur lesquelles la prévention nutritionnelle peut agir, il y en a 7. La diminution du stress oxydatif, l'augmentation de la résistance au stress, l'augmentation de l'immunocompétence, l'augmentation de la fonction cellulaire souche,
l'augmentation de la sensibilité à l'insuline, l'augmentation de la stabilité du génome et la diminution, bien sûr, de l'inflammation bas grade. Alors, ce qu'il faut savoir, comme a dit tout à l'heure Selma tout à l'heure, il y a plus de 40% des cancers sont évitables grâce à une bonne nutrition. Et vous avez une bonne nutrition, peut aussi, lors de traitement, on peut aider les patients à accélérer le processus de guérison et à gérer, bien sûr, les effets secondaires du traitement du cancer. Ceci, ce sont les facteurs augmentent. Selon une méta-analyse, 131 méta-analyses, voilà les facteurs qui augmentent le risque des maladies non transmissibles en rouge. Et vous avez en vert les facteurs en vert qui réduisent le risque des maladies non transmissibles. Alors, les 5 éléments qui jouent un rôle dans l'apparition des maladies non transmissibles sont bien sûr la cuisson à haute température, les lipides, le sucre, le sel, le surpoids et l'obésité. Concernant la cuisson à haute température, les grillades et les fritures donc, sont un vivier des hydrocarbures polycycliques. Et pour les Marocains qui connaissent les boulefaf, moi je dis souvent un boulefaf c'est bien, 2 boulefaf ça va, 3 boulefaf, bonjour les dégâts. Et pour les lipides, c'est toujours assez compliqué d'expliquer un peu ces apports en lipides. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire son plein d'oméga 3 et la réduction de la consommation d'oméga 6 et à ne pas du tout consommer d'acides gras trans. Alors, le rapport officiel des oméga 3 sur les oméga 6 sont de 1 sur 4. Au Maroc, malheureusement, c'est 1 sur 20. Chez les adolescents marocains, c'est 1 sur 60. Alors, les oméga 6, on les trouve, vous le savez tous, donc les biscuiteries, dans les viennoiseries industrielles. Ce que vous savez moins, c'est qu'on les trouve beaucoup dans les peaux de volaille. Alors, le sucre, c'est l'ennemi numéro 1. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'effet Warburg. En fait, la plupart des cellules puisent leur énergie des mitochondries. Et les cellules cancéreuses ont des mitochondries qui ne fonctionnent pas bien. Et c'est en quoi donc, ils doivent chercher leur énergie du sucre. Et pratiquement 80% des cellules cancéreuses développent donc des récepteurs à l'insuline. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Alors le Marocain perçoit le goût du sucré à 27 millimoles, c'est-à-dire 2,7 fois plus qu'un Caucasien. Et on consomme, tenez-vous bien, 104 grammes de sucre par jour, c'est-à-dire 2 fois plus que la norme qui est de maximum 50 grammes par jour. Alors, ça, pour l'Afrique, c'est à peu près, globalement, l'Afrique donc, est de la norme de l'OMS à 50 grammes par jour par personne. Le sel. Alors, le sel, le Marocain perçoit le goût du salé à 15 millimoles, c'est-à-dire 1,5 fois plus qu'un Caucasien. Il consomme, ça c'est l'enquête Stepwise de 2018, 10,6 grammes de sel par jour, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qui est demandé, à savoir 5 grammes par jour. Pour l'Afrique, donc l'Afrique globalement, c'est entre 5 et 7,5 grammes par jour par personne. Alors pour le surpoids, ce qu'il faut savoir, c'est que le Marocain obèse, il perçoit le goût du sucré, donc 5 fois plus qu'un Marocain considéré comme normal. Alors je dis, il n'est pas obèse qui veut, tout simplement, regardez, ici c'est un travail qui a été publié dans Lancet, sur votre droite, vous avez 2 personnes qui ont le même IMC, à 22,3, et pourtant, ils n'ont pas la même composition corporelle. C'est pour ça qu'on dit, c'est-à-dire il n'est pas obèse qui veut. Et là, pourquoi est-ce qu'il faut redéfinir l'obésité? Et je parle ici d'égalité et d'équité. Si vous regardez, nous tous ici, donc que ce soit au Maroc, en Afrique, de façon générale, on se base sur les référentiels de l'OMS, c'est-à-dire on est obèse c'est-à-dire à partir de 29, à partir de 30. Alors qu'en fait, si vous regardez le Japon, ils ont remarqué qu'ils ont des pathologies qui se développent à partir, liées à l'obésité à partir de 25-26. C'est en quoi, au Japon, on est obèse à partir de 25. Alors qu'en est-il pour le Maroc et l'Afrique? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une égalité ou d'une équité? Pour les 5 éléments qui jouent dans la prévention des maladies non transmissibles, vous avez les fruits, légumes, fibres alimentaires, produits laitiers, activité physique, allaitement maternel. Je fais vite parce qu'on m'a dit que j'ai maximum 20-25 minutes. Alors, vous connaissez tous le principe 7-7 aux États-Unis ou bien... Pardon? Ah, magnifique.
Parfait. Alors, il y a ce qu'on appelle 7-7, donc vous connaissez un peu le principe, ou bien en France, 7 sur 7, les magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7. Donc, ça, c'est les 7 aliments à limiter. Et vous avez les 7 aliments à consommer. Donc, pour les gens que ça intéresse, moi, je laisse ma présentation pour ceux qui veulent l'utiliser. Donc, il est à votre disposition. D'ailleurs, partout où je fais mes conférences, je laisse toujours mes présentations. Alors, vous avez donc 7 aliments à limiter, vous avez les 7 aliments à consommer, et là, vous avez aussi ce qu'on peut consommer presque sans limite, et vous avez aussi à votre droite les aliments et les alicaments. Moi, j'aime pas beaucoup ce terme, mais bon, la science veut que ça soit appelé comme ça. On les appelle les alicaments, donc je les appelle comme ça. Et vous avez donc, parmi ces alicaments, on retrouve toujours ce thé vert. Alors, pour les flavonoïdes, vous avez les flavonoïdes, vous les connaissez tous, donc c'est des anti-allergiques, anticancéreux, antitumorales, et notamment on l'utilise beaucoup en complément alimentaire. Vous avez le curcuma, il y a pratiquement plus de 250 études qui ont été faites là-dessus, et plus dernièrement il y a une étude controverse, on peut en parler tout à l'heure lors de la discussion. Et vous avez le EGCG, donc, donc si vous voulez, qui est 200 fois plus supérieur à la vitamine E. Le bêta-carotène, controverse, donc tout le monde sait maintenant si on utilise le bêta-carotène tout seul, donc il favorise le cancer du poumon. Mais par contre, il faut l'utiliser sous ces deux formes, si c'est trans. Mais on peut en parler tout à l'heure. Alors, ça pour les gens que ça intéresse, c'est un magnifique, magnifique rapport qui traite de l'augmentation du risque du cancer ou bien des diminutions du risque de cancer. Donc, ça a été publié par INCA en juin 2015. C'est très intéressant. Je vous conseille de le lire. Et c'est un résumé de 131 méta-analyses. Donc, vous voyez, ça va vous faire l'économie de lire pas mal d'articles. Alors, pour les carences aux micronutriments, ceux qui sont les plus fréquents, vous le savez tous, c'est le fer, la vitamine D. Je voudrais bien qu'on parle tout à l'heure de la vitamine D, de la vitamine A, l'iode, magnésium, calcium. Pour les besoins en oligo-éléments, je parle toujours c'est-à-dire en me basant sur la méta-analyse. Donc, les besoins en oligo-éléments sont encore mal connus, la toxicité aussi mal connue. Alors ça, c'est les aliments donc, qui sont riches notamment en fer, ceux qui sont riches en vitamine D, la vitamine A, ceux qui sont riches en calcium. Vous avez ceux qui, moi j'aime bien les abricots secs, j'en ai mangé ce matin, j'ai fait mon plein donc, de magnésium. Et vous avez donc les produits qui sont riches en iode. Au Maroc, alors au Maroc et en Afrique, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour lutter contre les carences en fer et contre les carences en vitamine A et en iode? Alors c'est la fortification de la farine, notamment en fer, et puis l'huile de table qui a été fortifiée en vitamine A, et puis le sel en iode. Alors il n'est pas fer qui veut, tout simplement pourquoi? Parce que pendant des années, on a fortifié la farine en fer élémentaire et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Tout simplement parce que, alors au Maroc, on consomme 300. Pourquoi est-ce qu'on a fortifié la farine en fer? Parce qu'au Maroc, il ne faut pas changer les habitudes alimentaires et chercher l'aliment qui est le plus consommé et donc le fortifier avec le fer. Donc le Marocain consomme pratiquement 364 grammes de farine. Et c'est pour ça que je dis que les Marocains ne sont pas des omnivores, mais ils sont des khobzivores. Alors, donc, comme vous le voyez ici, c'est une étude que nous avons faite, elle est en cours de publication. On vient de déterminer cette année quel est le bon type de fer qu'il faut utiliser, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nous consommons beaucoup de thé, et donc nous avons l'inhibition des phytates de la farine, et nous avons aussi l'inhibition des tanins du thé, et c'est le fer EDTA qui a montré la meilleure biodisponibilité, qui est de 32% chez les femmes anémiques, et puis chez les femmes considérées normales, à une biodisponibilité de 13%. Pour le fer élémentaire, vous voyez, c'est carrément inférieur à 5%. Lorsque vous prenez des thés, c'est zéro, pratiquement ça donne. Alors, juste pour vous rassurer, donc la plupart des farines actuellement sont donc fortifiées en fer de terre. Alors, pour la vitamine D, il n'est pas vitamine D qui veut, j'aimerais bien qu'on en discute tout à l'heure. C'est pour ça que je dis qu'il semble que plus de 75% des Africains ont une insuffisance en vitamine D. Est-ce égalité ou équité? On en parlera tout à l'heure. Alors ça, c'est les outils dont a parlé tout à l'heure mon ami Selma.
nous avons, c'est pas 4, mais plutôt 6 outils que nous mettons à votre disposition et qui vont être publiés cette année. Vous avez la première table de composition des aliments consommés au Maroc que nous avons développée, le premier manuel du profil nutritionnel des recettes les plus consommées au Maroc, et bien sûr pour ceux qui vont faire des enquêtes intra-hôpital ou autres, donc les guides des portions alimentaires et aussi le guide des acides gras trans dans les aliments. Et enfin, nous sommes en train d'étudier les différents, c'est-à-dire l'indice glycémique des différents aliments consommés au Maroc. Et bien sûr, le Nutri-Score, on en parlera si vous voulez dans la discussion, mais là, je n'ai pas assez de temps pour en parler. Alors, depuis le début de ma présentation maintenant, 900 personnes âgées entre 30 et 70 ans sont décédées prématurément d'une maladie non transmissible. Voilà. Alors, je termine par ce proverbe africain. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Donc c'est un message pour les nutritionnistes, les chercheurs, les médecins et les pharmaciens. Merci. Merci, professeur Hassan, pour cet exposé passionnant, et je suis sûre que nous allons avoir plusieurs questions à vous poser au moment de la discussion, notamment sur les micronutriments et aussi sur tous les outils qui sont mis en place, parce que je pense que nous ne le savions pas. Il y a même le Nutri-Score que nous voyons apparaître. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est intéressant de voir ce Nutri-Score sur les aliments. Vous n'en avez pas parlé, mais J'ai laissé les diapos à la fin. Oui, mais il faudrait peut-être un petit peu les expliquer. Et nous allons passer donc à la deuxième intervention avec Madame le professeur El-Lali, qui est spécialiste en rhumatologie et très impliquée dans la nutrition, qui va nous parler donc de ce problème qui nous tient à cœur, qui sont aujourd'hui cette multiplication des compléments alimentaires sur nos marchés, et de voir un petit peu quel est leur intérêt, leurs limites. Et la réflexion de Madame El-Lali, ça va être de dire compléments alimentaires entre mythe et réalité, donc un titre qui est très parlant, et nous allons l'écouter avec beaucoup d'attention. Merci. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à participer à ce débat intéressant. Je crois que ma présentation, c'est pas ça. Ah oui, ça va. Le titre a été changé par Madame El-Lali il y a 2 jours. Elle a préféré donner ce titre qui est peut-être plus parlant. Voilà, le fait que les compléments alimentaires soient un peu entre aliments et médicaments fait qu'il suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions. Donc, on va essayer de démêler ensemble le vrai du faux concernant les compléments alimentaires. Alors, d'abord, de quoi on parle? Les compléments alimentaires, la définition officielle, ce sont des denrées alimentaires. Donc, ce ne sont pas des médicaments dont le but est de compléter un régime alimentaire normal. Ils sont constitués de plusieurs substances, dont essentiellement les vitamines et les minéraux, les plantes et les herbes, mais on peut avoir d'autres substances telles que les huiles essentielles. Et dans un complément alimentaire, on peut avoir soit une seule substance, soit plusieurs substances pour avoir un effet synergique. L'effet attendu, c'est un effet nutritionnel ou physiologique. Donc, en aucun moment, le complément alimentaire ne peut revendiquer un effet thérapeutique, et ça, c'est très important, aussi bien préventif que curatif. Donc, pas d'effet thérapeutique, c'est un effet physiologique. Alors, dans le monde, le marché est en pleine progression, puisqu'on voit que les compléments alimentaires, le marché est estimé à peu près 200 milliards de dollars, qui est principalement réparti entre l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, et 4 familles de compléments alimentaires sont en tête de marché: tonus vitalité, transit digestion, sommeil et stress, et un 4e secteur qui est minceur et drainage, qui a connu une diminution d'à peu près 1,5% selon le syndicat national des compléments alimentaires en France. Alors, selon le même rapport du syndicat national des compléments alimentaires, ces compléments alimentaires en France sont vendus essentiellement en pharmacie, suivis par la parapharmacie et puis les grandes distributions, alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est plutôt les grandes distributions et l'Internet où le marché est le plus important. Alors, au Maroc, qu'en est-il? Le marché est estimé à peu près 70 millions de dirhams par an.
Et j'ai trouvé une thèse qui est faite à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat sur le profil des consommateurs de compléments alimentaires au Maroc, sur un échantillon d'à peu près 1600 personnes interrogées à travers le royaume. 60% des patients ont déjà pris au moins une fois un complément alimentaire. Et vous voyez que les consommateurs sont situés essentiellement au niveau du centre de Maroc, peu au niveau du nord et très très peu au niveau du sud. 43% utilisent essentiellement des minéraux tels que le calcium et le potassium, suivis par les oligo-éléments tels que le fer. Et au Maroc, on achète encore les compléments alimentaires, surtout en pharmacie, puisque la consommation elle est plutôt de 80% au niveau des pharmacies par rapport aux autres secteurs. Alors pourquoi cet engouement aussi important ? Il y a eu une prise de conscience de la relation entre alimentation saine et santé, et une amalgame ou une fausse analogie au fait entre aliments sains et compléments alimentaires, puisque les compléments alimentaires, chez beaucoup de personnes, sont considérés comme une substance naturelle. Alors, est-ce que les compléments alimentaires sont vraiment naturels? Est-ce qu'on peut les utiliser dans ce cas, quelle que soit la pathologie? Est-ce qu'ils n'ont pas d'effets secondaires comme les médicaments? Est-ce qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse? Est-ce qu'ils suivent le même parcours réglementaire que les médicaments? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, je vais passer rapidement sur l'aspect réglementaire puisqu'il va être présenté tout à l'heure. On va juste dire que les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Donc, ils ne sont pas obligés d'avoir l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, et donc ne sont pas obligés d'avoir des essais cliniques ou d'études cliniques pour être commercialisés. Alors, en Europe, il y a eu plusieurs dispositions réglementaires pour essayer d'harmoniser un peu ces compléments alimentaires, et le but était surtout d'établir une liste des compléments alimentaires qui sont autorisés, mais malgré cela, cette harmonisation n'est que partielle, puisqu'on peut voir dans un pays européen une substance qui est commercialisée sous forme de complément alimentaire, la même substance dans un autre pays sous forme de médicaments, et peut-être carrément non autorisée dans un troisième monde. Alors, que doit faire le fabricant? Il y a des règles à suivre, qu'on va voir tout à l'heure très probablement. Et ces règles, c'est essentiellement l'étiquetage où il doit mentionner sur l'emballage la mention légale, les portions journalières maximales recommandées. Et surtout, j'insiste, je reviens sur le complément alimentaire ne doit pas revendiquer la prévention ou le traitement d'une maladie. Or, on voit sur Internet et sur beaucoup de publications beaucoup de traitements miracles qui vont tout traiter par complément alimentaire. C'est un produit non remboursé et qui est en vente libre. Alors, la direction, ça c'est en France, la Direction générale de la concurrence et de la consommation et la répression des fraudes a montré que dans un dernier rapport, à peu près 40% des compléments alimentaires ne sont pas conformes à la réglementation. Alors, est-ce que les études sur les compléments alimentaires sont fiables et pourquoi est-ce qu'il est très différent du médicament? Alors, je rappelle juste que pour avoir l'AMM, pour un médicament, il faudrait qu'il y ait des essais cliniques, et des essais cliniques fiables. Alors, l'essai clinique se fait sur une substance unique, donc sur un seul principe actif hors mélange. Or, la définition même du complément alimentaire, c'est un complexe qui agit en synergie. Donc, on ne peut pas faire une AMM sur une synergie. Il faudrait la voir sur des éléments unitaires. Et donc, pas d'AMM pour les compléments alimentaires. Deuxième chose qu'il faudrait savoir, c'est que le fabricant n'est pas obligé d'effectuer lui-même des essais cliniques. Il peut même juste fournir une documentation qu'il a trouvée dans la littérature et extrapoler soit à partir des études chez l'animal ou des études in vitro. Et donc ces études ne peuvent en aucun moment constituer une véritable preuve formelle et de l'efficacité et de la safety de ces compléments alimentaires chez l'homme.
Et quand elles existent, ces essais cliniques, on a énormément de difficultés à les interpréter. D'ailleurs, les méta-analyses ont du mal à interpréter les essais cliniques qui existent sur les compléments alimentaires parce qu'il y a une variabilité très importante des doses dosées. Vous pouvez trouver le même complément alimentaire à des doses très différentes. Les complexes à étudier, le même complément alimentaire associé à plusieurs autres substances. La durée des essais cliniques est variable. Le type de participants, là aussi j'insiste sur les essais cliniques dans les médicaments se font chez les patients avec une maladie définie, alors que les essais cliniques dans le complément alimentaire, c'est monsieur et madame tout le monde, donc tout le monde peut le prendre. Et donc il y a une variabilité très importante des types de participants, du mode de vie. On parlait tout à l'heure de la supplémentation vitaminique. Une supplémentation peut être efficace chez des patients qui ont une carence, alors qu'elle peut n'avoir aucun effet chez quelqu'un qui n'a pas de carence nutritionnelle. Alors, le mythe le plus important, ce sont des produits naturels. Alors, est-ce que ce sont vraiment des produits naturels? Et même s'ils sont naturels, est-ce que le naturel veut dire safe? Et comment ces substances naturelles peuvent-elles être toxiques? Alors, prenons l'exemple des substances végétales. Un rapport a montré qu'on peut avoir une toxicité par des substances végétales, soit par une substitution ou une contamination d'une espèce végétale par rapport à une autre qui est toxique, une imprécision dans la nomenclature scientifique, une confusion entre les dominations voisines, ça c'est surtout pour tout ce qui est médecine chinoise où on peut confondre les noms, et puis on a les contaminations chimiques par les métaux lourds, par les pesticides, par les solvants, par les endotoxines. Donc une substance végétale peut bien être toxique de la même manière qu'une substance animale aussi peut être contaminée et peut également transmettre des pathologies. Le deuxième risque le plus important, c'est le risque de surcharge. Comme j'ai dit tout à l'heure, les compléments alimentaires peuvent rassembler plusieurs substances et on peut prendre par mégarde plusieurs compléments alimentaires et on peut avoir une surcharge. Et j'ai là deux exemples que je voulais vous montrer qui sont assez graves de cette surcharge. C'est 7 cas de décès au Danemark après consommation de compléments alimentaires à visée amaigrissante. Et en fait, ils contenaient de l'éphédrine. Et comme vous savez, l'éphédrine est présente dans plusieurs compléments alimentaires, essentiellement les antirhumes. Et en fait, c'était la surconsommation qui a entraîné une toxicité avec un décès carrément qui était dû à la consommation excessive de l'éphédrine. Deuxième cas, et c'était des grandes études de cohorte sur à peu près 50 000 patients, ça c'était dans les années 90, où les auteurs, professeur Agnao a parlé tout à l'heure, les auteurs ont voulu donner un traitement à base de bêta-carotène et de vitamine A pour prévenir le cancer pulmonaire chez des patients qui étaient fumeurs ou ex-fumeurs. Or, ces études ont été arrêtées précocement parce qu'en fait, ils ont montré qu'il y avait une augmentation du risque de cancer pulmonaire de 28% par rapport au placebo. Et je rappelle que la bêta-carotène, c'est un pro-vitamine A. Et donc, l'association, il y a eu aussi une surconsommation. Et le fait qu'il était utilisé seul était aussi un facteur de risque important de cancer pulmonaire. Donc, ils ne sont pas safe. Et deuxième, alors ça, c'est une étude aussi... une thèse aussi que j'ai trouvée à la faculté de médecine de Rabat, qui était présentée en 2018 aussi, sur les cas de toxicité au centre de pharmacovigilance au Maroc. Et j'insiste sur un complément alimentaire qui était à base de plantes, le fenugrec, qui est en fait un stimulant d'appétit qui était pris par des femmes enceintes. Il y a eu 7 cas de malformation parce qu'ils ont pris pour elles, c'était un produit tout à fait naturel, alors qu'il y a eu 7 cas de malformation fœtale. Donc attention, là aussi, la plante n'est pas toujours anodine. Alors, les interactions médicamenteuses, chez les patients qui étaient interrogés, les 1500 personnes qui étaient interrogées concernant les compléments alimentaires, 60% n'étaient pas au courant qu'on pouvait avoir une interaction médicamenteuse entre compléments alimentaires et médicaments. Or, on va voir des exemples qui sont assez fréquents. Vous savez qu'on consomme beaucoup l'huile de poisson parce que, justement, il y a un manque de vitamine D important. Il y a des personnes qui préfèrent
au lieu de prendre la vitamine D, préfèrent prendre l'huile de poisson. Or, quand on prend l'huile de poisson à forte dose avec de la vitamine E, on peut avoir un saignement. Quand on prend de l'huile de poisson avec les antihypertenseurs, on peut avoir une diminution de la tension artérielle. Donc, attention aux interactions médicamenteuses. Deuxième exemple, c'est la mélatonine. Vous savez que c'est un régulateur du sommeil. Et la mélatonine peut donner des ecchymoses possibles et elle a une interaction médicamenteuse très importante avec les anticoagulants, alors qu'on croit que finalement on peut la prendre sans aucun problème. La vitamine A avec les rétinoïdes, avec le traitement de l'acné, est toxique. Les antioxydants tels que la vitamine C et la vitamine E peuvent diminuer l'efficacité de la chimiothérapie dans certains cancers. Or là aussi, quelqu'un qui a un cancer, il est fatigué, il se dit voilà, je vais prendre un peu de vitamine C pour être bien, et en fait, il diminue l'action de la chimiothérapie. Alors l'ANSES en France a établi une liste de mise en garde qui a été publiée en 2019. Alors des compléments alimentaires à éviter chez des patients à risque, la glucosamine et la chondroïtine, je vais y revenir, la mélatonine, comme j'ai dit tout à l'heure, la gelée royale chez les patients qui sont asthmatiques, la spiruline qui a été avec des risques de contamination bactérienne, les compléments d'algues puisqu'on peut avoir une surcharge en iode, et puis les compléments à base de phytoœstrogènes, surtout chez les patients qui ont un cancer hormonodépendant, et à forte dose, la vitamine C a une action pro-oxydante, donc il faut faire attention à cette liste de compléments alimentaires. Mention à part sur les compléments alimentaires qui sont vendus sur Internet, sur des sites qui ne sont pas fiables. Donc attention, ils seraient beaucoup plus toxiques et non conformes par rapport à ceux qui sont vendus dans les chaînes de distribution surveillées, puisqu'il y a, là aussi, c'est un rapport qui a montré sur des compléments alimentaires vendus sur Internet, la présence de plantes ou de nutriments interdits, la présence d'indications thérapeutiques, la présence de substances hormonales, la présence de substances actives, donc ce sont des médicaments et non des produits, des compléments alimentaires. Alors je vais passer rapidement sur la deuxième partie qui est en fait des compléments. Je suis rhumatologue et donc le titre au début c'était les compléments alimentaires, exemple en rhumatologie, et je vais vous présenter les compléments alimentaires les plus utilisés en rhumato. Et d'abord, en rhumato, on a 3 grands chapitres, les rhumatismes inflammatoires, la pathologie dégénérative qui est comme l'arthrose, et puis on a la pathologie osseuse. Bien évidemment, la rhumatologie est beaucoup plus large, mais j'insiste essentiellement sur ces 3 rubriques. Et je vais commencer par les rhumatismes inflammatoires chroniques. J'ai eu l'occasion, il y a à peu près 2 ans, je crois, ou 3, de vous parler de la polyarthrite rhumatoïde, qui est le rhumatisme inflammatoire le plus destructeur, et d'insister sur la nécessité de faire un diagnostic précoce et surtout de commencer un traitement dès le début et de continuer ce traitement. Et le traitement, c'est le méthotrexate. Après, si ça ne marche pas, il y a d'autres traitements. Mais le problème, c'est ce genre de message qu'on trouve sur des sites. Soignez ces rhumatismes par des méthodes naturelles. Prenez plutôt des anti-inflammatoires tels que la curcumine, les oméga-3, les collagènes de type 2. Évitez les traitements toxiques sur l'estomac et les reins. Il vaut mieux prendre des compléments alimentaires qui vont attaquer simultanément l'inflammation et qui n'ont pas d'effet secondaire. Ce genre de propos est très grave parce qu'il va faire perdre la chance au patient de guérison et puis il va le mettre, c'est un vrai danger, surtout pour les malades rhumatisants. Donc pour les rhumatismes inflammatoires chroniques, il n'y a aucune place pour les compléments alimentaires à base anti-inflammatoire. Bien évidemment, on peut toujours donner du calcium, du magnésium, etc. pour les patients qui sont rhumatisants, mais je parle du complément alimentaire qui est anti-inflammatoire, aucune place dans les rhumatismes inflammatoires, et j'insiste vraiment beaucoup sur ça. Et juste pour l'anecdote, on a eu une patiente qui était hospitalisée, qu'on suivait depuis très longtemps pour polyarthrite rhumatoïde, qui était bien stable, et un jour on la reçoit, et elle était perdue de vue, et on la reçoit avec 30 kilos en moins, donc elle a perdu 30 kilos. Elle était cachectique, elle était en poussée polyarticulaire, et donc on l'hospitalise en urgence parce que pour nous, elle a fait il y a peut-être une tumeur ou autre chose, et donc on passe 15 jours à vraiment chercher, on a tout fait, scanner, etc., tout le bilan, on ne trouve rien. Et en fait, plus elle était là, plus elle reprenait des forces, et on se demandait, à la fin, en fait, elle a avoué que
On lui a dit que les traitements qu'on lui donnait étaient toxiques, il fallait les arrêter, et que pendant 2 mois, elle n'a pris que de la gelée royale, exclusivement, parce que la gelée royale était un anti-inflammatoire puissant et qu'elle allait la guérir. Donc, c'était une patiente qu'on allait perdre juste parce que quelqu'un a dû lui donner de la gelée royale comme complément alimentaire anti-inflammatoire. Alors, le deuxième volet, ce sont l'arthrose, et là, on a une prescription importante des anti-arthrosiques d'action lente. Je rappelle juste que ces anti-arthrosiques d'action lente, comme l'insaponifiable, l'avocat de soja, la glucosamine, la chondroïtine, l'argapagophytum, le collagène, la curcumine, peuvent être utilisés et commercialisés sous forme de médicaments ou de compléments alimentaires. Donc la même substance peut être médicament et complément alimentaire. Et ici, c'est une méta-analyse de 2018 où vous voyez de ce côté-là que tous ces compléments alimentaires qu'on a vus ont un effet positif sur l'arthrose, sur la diminution de la douleur, sans aucun effet secondaire. Donc, on peut parfaitement les donner dans l'arthrose, et c'est là où on utilise, nous, essentiellement, les compléments alimentaires. Un mot sur la chondroïtine et la glucosamine. Ça, c'est un rapport qui a été publié en 2019, où il est déconseillé de consommer ces médicaments, ces produits pour les populations suivantes: les personnes diabétiques ou prédiabétiques, asthmatiques ou traitées par l'antivitamine K puisqu'il y a une interaction médicamenteuse, les personnes qui présentent une allergie alimentaire, surtout aux crustacés, les personnes dont l'alimentation est contrôlée pour le sodium, le potassium et le calcium, car ces compléments peuvent être une source importante, et puis bien évidemment les femmes enceintes et allaitantes où on n'a pas assez de documents pour la sécurité de ces compléments. Et finalement, donc, je termine par la pathologie osseuse. Et bien évidemment, la pathologie osseuse, c'est le calcium. Le calcium, c'est l'ami de l'os. On a toujours donné du calcium pour protéger l'os. Et vous avez dû voir, il y a à peu près 4 ans, ce genre de publication. Les compléments alimentaires à base de calcium augmentent le risque d'infarctus de myocarde. En fait, c'était de grandes études qui ont été arrêtées parce qu'il y a eu une augmentation du risque d'infarctus du myocarde chez les patients qui prenaient du calcium. Alors, les auteurs disent qu'il pourrait que les suppléments qui contiennent des sels de calcium ne sont pas vraiment bien absorbés ou l'organisme ne peut pas assimiler une dose unique qui est donnée en même temps. Et après donc, cette publication, même si la dose recommandée elle est entre 1200 et 1500, on donne une supplémentation en complément alimentaire maximum de 500 mg et il faudrait qu'on termine les 1500 par l'alimentation. Donc 500 mg par jour de calcium. Bien évidemment, les interactions médicamenteuses, vous le savez, avec le magnésium, toujours 2 heures de séparation pour les deux. Et on parlait tout à l'heure de la vitamine D. Et en 2009, on a fait 2 grandes études à l'hôpital Yashi, une sur les femmes et l'autre chez les hommes, sur à peu près 600 personnes, où on a trouvé que la vitamine D, donc il y avait un déficit en vitamine D de 90% chez les femmes et 94% chez les hommes. Et en fait, ce sont nos habitudes socioculturelles qui font que malgré le soleil, en fait, on est très couvert et on se protège du soleil. Et donc, on a un vrai manque de vitamine D. Et donc, bien évidemment, si on a un manque en vitamine D, il faudrait prendre un complément alimentaire à base de vitamine D. Mais là aussi, attention, une étude qui a montré que la vitamine D, si elle diminue le risque de chute, sauf si elle est prise avec des doses très élevées en une seule journée. C'est-à-dire les fameuses 600 000 unités qu'on donnait auparavant ne sont pas actuellement préconisées puisqu'il y a au contraire une augmentation du risque de chute. Donc vous voyez que on peut avoir un effet bénéfique ou un effet néfaste en fonction des doses, en fonction de ce qu'on prend. Donc attention, même si ce sont des produits safe, mais qui pourraient être naturels et ils sont bénéfiques, mais ils peuvent être dangereux également. Donc en conclusion, pour le consommateur, quand il y a une pathologie bien définie, il faut prendre un médicament. Si on veut prendre des compléments alimentaires, il faut éviter les prises prolongées, répétées ou multiples pour éviter les surcharges, respecter les conditions d'emploi fixées par le fabricant, signaler chaque effet secondaire et puis préférer les circuits d'approvisionnement contrôlés par les pouvoirs publics tels que les pharmacies et les parapharmacies. Le pharmacien est l'acteur principal puisqu'il doit se renseigner sur les produits
qu'il vend. Il informe ses patients sur les éventuels produits trompeurs, donc les produits qui n'ont pas d'efficacité ou qui peuvent être dangereux. Il faudrait qu'il s'assure surtout de la compatibilité et des interactions médicamenteuses. Donc, avant de donner un complément alimentaire, posez la question, est-ce que vous prenez un antivitamine K, est-ce que vous prenez un anticoagulant, enfin, les questions qu'il faut par rapport aux interactions médicamenteuses. Et surtout, la banalisation de ces produits augmente potentiellement le risque de complications. Je vous remercie et je vous laisse ces sites officiels d'information. Ce sont des sites où vous pouvez trouver toutes les informations concernant les compléments alimentaires, les doses à ne pas dépasser, les interactions médicamenteuses, l'efficacité, etc. Je vous remercie. Merci, Madame professeure Allali, pour ce travail de synthèse qui nous a bien éclairé. Alors, les compléments alimentaires, oui. Mais ce qui est important, c'est vraiment de bien savoir leurs limites et aussi de les garder en pharmacie. Donc nous, pharmaciens, on a un rôle de sensibilisation absolument important. Et ce rôle de sensibilisation passe par une formation, une information. Donc pour nous, la formation est très importante pour pouvoir donner les conseils adaptés et de garder ces compléments alimentaires au niveau de l'officine. Et nous allons passer avec notre confrère, le docteur Wadi Zerhouni. On va parler de l'aspect réglementaire, justement, de comment on enregistre un complément alimentaire au niveau du Maroc. Et puis après, on va bien aussi définir vraiment la frontière entre le médicament, l'aliment, le complément alimentaire et le médicament. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie également les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette table ronde qui est importante et très intéressante. Je ne suis pas un spécialiste de la nutrition, comme mes deux confrères, professeur Agnaoui et professeur Allali, mais mon expertise se focalise sur tout ce qui est aspect réglementaire et contrôle. Donc, je fais partie d'une autorité de contrôle et de réglementation des produits de santé en général. Je partage le même avis que professeur Agnaoui et professeur Allali. Les compléments alimentaires ne sont pas safe, et je dirais même aucun produit de santé n'est safe. Donc, les produits de santé sont tous à double tranchant, c'est-à-dire ils peuvent guérir, satisfaire des besoins d'un côté, mais de l'autre côté, ils sont dangereux, ils peuvent être toxiques, ils peuvent donner des problèmes autres à ce qu'on en attend. Je prends un simple exemple d'un produit de santé qui est banal, une béquille. C'est un produit de santé, c'est un dispositif médical, il est enregistré, contrôlé, mais elle peut faire objet d'une fracture chez un malade si elle se casse. Et donc, si elle n'est pas contrôlée conformément à une norme de fabrication de cette béquille, donc elle peut donner un problème. Donc, c'est le même cas pour les compléments alimentaires. Ce sont des produits qui sont des produits de nutrition, de compléments pour compléter la nutrition chez l'homme. Mais si on dépasse les doses, ou là on donne une indication, une allégation de santé qui est fausse, ils peuvent donner un problème ou là aboutir à un problème. Donc, je ne vais pas me répéter, mais il y a certains aspects qui ont été déjà traités par le professeur Allali. Donc, les compléments alimentaires, ils sont là pour compléter le régime alimentaire et donc ils constituent une source de concentré de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seul ou combiné. J'ajouterai aussi qu'ils sont commercialisés sous forme de doses. Et donc là, ils s'approchent des médicaments, puisqu'ils peuvent être sous forme de gélules, de pastilles, de comprimés, de pilules, etc. Et donc, le patient ne peut pas faire la différence. Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un complément alimentaire? Puisqu'ils ont la même forme pharmaceutique. Donc ça, c'est la définition officielle de la directive européenne de 2002, numéro 46, qui définit et réglemente les compléments alimentaires à l'échelle européenne. Et donc, les compléments alimentaires sont fondamentalement différents des médicaments. Ils ne sont pas soumis aux règles d'autorisation de mise sur le marché, comme l'a cité le professeur Allali. Et donc, ces derniers ne peuvent pas prétendre qu'ils préviennent ou la soulagent, traitent ou guérissent des maladies. Ce sont des indications qui sont spécifiques aux médicaments. Une autre information, une AMM pour un médicament, ça peut durer minimum 1 année et ça peut aller jusqu'à 2 à 3 ans. Pour un complément alimentaire,
un enregistrement, il peut être au moyen entre 6 mois et 8 mois. Et donc, c'est plus rapide. La cause, c'est que ce n'est pas les mêmes dossiers, ce n'est pas les mêmes traitements, ce n'est pas les mêmes études, etc. Alors, la fabrication des compléments alimentaires est contrôlée, mais on ne contrôle pas leur efficacité ni leur toxicité comme on le fait pour le médicament. Bien sûr, il n'y a pas d'action thérapeutique, c'est réservé uniquement aux médicaments et ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chiffres sur la consommation des compléments alimentaires au Maroc, sauf qui, pas comme les médicaments. Madame Elali a cité 70 millions de dirhams de chiffre d'affaires au Maroc, mais c'est un chiffre entre parenthèses. En comparaison avec le médicament, on a 14 milliards de dirhams de chiffre d'affaires qui est pour le secteur médicament. Par contre, pour les compléments alimentaires, on n'a pas de chiffre officiel. C'est les chiffres de la même thèse qu'a présenté Madame Elali. Donc, la prévalence de consommation, c'est de 57% pour une population cible qui a été étudiée pour une thèse de 2018 de 570 personnes, en comparaison avec une autre thèse qui a été réalisée en 2015, donc 46%. Donc ça nous donne une idée, comme quoi les 50% des Marocains consomment des compléments alimentaires. Alors 44% de ces compléments consommés sont à base de vitamines, donc c'est les principaux compléments alimentaires qui sont consommés, et 22% des oligo-éléments, 7% des énergisants et 7% des minéraux. Une autre information importante, c'est que 79% de ces compléments alimentaires transitent par une pharmacie et 13% par une parapharmacie. Le reste, le 7 ou 8%, c'est par soit des grandes surfaces, soit par Internet, quoique ici au Maroc, l'Internet est encore limité et on fait très attention à ce qui se passe au niveau de l'Internet. Donc pour moi, c'est un bon chiffre puisque 80% des compléments alimentaires passent par une voie officielle qui est la pharmacie, donc on peut, en cas de besoin, faire appel à ce système-là. Donc le cadre réglementaire au Maroc, il n'y a pas une loi dédiée aux compléments alimentaires, mais on s'inspire de la loi sur les aliments. Il y a la loi 2807 relative à la sécurité des produits alimentaires sur laquelle on se base pour les exigences concernant les compléments alimentaires. Il y a son décret d'application qui concerne essentiellement l'étiquetage des aliments et donc pour la même chose pour les compléments alimentaires. Et il y a un arrêté de 2014 qui donne la liste et les limites des additifs alimentaires autorisés, également qu'on applique sur les compléments alimentaires. Le texte qui cite spécialement les compléments alimentaires, c'est une circulaire. Malheureusement, elle n'a pas force de loi, mais c'est le seul texte actuellement qui est poursuivi pour l'enregistrement des compléments alimentaires. Et cette circulaire, elle date de 1997 et elle est établie conjointement entre le ministère de l'Agriculture et le ministre de la Santé. Bien sûr, on se base également sur des notes et des procédures internes à la direction du médicament de la pharmacie pour fixer tout ce qui est dose autorisée, allégations de santé, etc. Et les recommandations d'une commission, puisque tous les compléments alimentaires qui sont enregistrés au niveau de notre direction, ils passent par une commission nationale qui est composée d'un certain nombre d'experts en matière de nutrition, en matière de certaines pathologies, telles que les pédiatres et autres expertises. Aussi, on se base également sur tout ce qui est international, spécialement les directives et les recommandations du Codex Alimentarius de l'OMS et les directives de la réglementation européenne en matière de compléments alimentaires. Donc ça, c'est le cadre général réglementaire sur lequel on se base pour enregistrer les compléments alimentaires au Maroc. La mise sur le marché d'un complément alimentaire est subordonnée à l'obtention préalable d'un certificat d'enregistrement délivré par la direction du médicament de la pharmacie. Donc tous les compléments alimentaires, bon, je ne dirais pas tout parce que je vais dire le mot majoritaire, parce que ça se peut qu'il y ait des compléments alimentaires qui ne passent pas par l'enregistrement, surtout ceux qui sont fabriqués localement, donc ils ne sont pas, parce qu'il n'y a pas la notion d'obligation d'avoir un certificat d'enregistrement, mais tout ce qui transite par les portes d'entrée du Maroc, ils doivent avoir leur certificat d'enregistrement pour être commercialisés au Maroc. Donc ça, c'est stipulé au niveau de la circulaire de 1997. Malheureusement, c'est une circulaire pour moi qui est assez caduque, donc elle a plus de 20 ans, et donc elle nécessite d'être pas revue, mais d'être transformée en une réglementation proprement dite.
Alors, cette circulaire, elle définit le champ d'application, qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire. Et donc, il se distingue nettement des denrées alimentaires simples par leur composition particulière et ou les procédés particuliers de leur fabrication. Elle cite également quelle est la composition des membres de la commission qui statuent sur ces compléments alimentaires pour donner un certificat d'enregistrement ou pas. Et donc, il y a un département de l'agriculture qui sont toujours présents avec nous. Et bien sûr, les départements du ministère de la Santé représentés par la DMP, l'Institut national d'hygiène, la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, la direction de la population et les instituts de formation des infirmiers. Et bien sûr, le troisième point le plus important dans cette circulaire, c'est les modalités d'étiquetage pour les compléments alimentaires pour voir quels sont les messages transmis aux citoyens dans l'étiquetage de ces compléments alimentaires. L'évaluation des dossiers de compléments alimentaires, c'est une évaluation purement technique et donc on s'assure essentiellement de l'absence d'ingrédients ou d'additifs qui sont interdits et on contrôle le respect des doses pour les vitamines et les minéraux et les additifs autorisés. On vérifie également de façon stricte les allégations de santé et on interdit d'utiliser des revendications thérapeutiques pour traiter, guérir ou prévenir une maladie. Et puis on vérifie la conformité de l'étiquetage fourni et aussi on vérifie les bulletins d'analyse pour voir est-ce que vraiment les doses sont respectées, est-ce qu'il n'y a pas de produits toxiques, etc. Donc, quel est le statut d'un complément alimentaire? Il se trouve entre un aliment et un médicament. Et bien sûr, pour dire est-ce que c'est un aliment ou un médicament, on se base sur certains critères qui sont 1. La composition, 2. La dose, 3. L'allégation et 4. L'étiquetage. Ce sont les 4 points sur lesquels on se base pour dire est-ce que c'est un complément alimentaire, est-ce que c'est un aliment ou ça passe dans la case des médicaments. Bien sûr, il y a certaines difficultés des fois, on a des produits borderline, c'est-à-dire c'est très difficile de décider est-ce que c'est un médicament, c'est un complément alimentaire, mais on fait des réunions spéciales entre équipe médicaments, équipe complément alimentaire pour voir quel statut on va donner sur la base de réglementation de chacun des produits. Alors, en matière de composition, les compléments alimentaires peuvent être composés de vitamines et minéraux, acides aminés, acides gras essentiels et fibres, plantes ou préparations de plantes, et bien sûr d'autres ingrédients ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Donc à part ces produits-là, les autres substances qui n'apparaissent pas dans cette liste ne peuvent pas être dans des compléments alimentaires. Bien sûr, il y a certaines substances qui ne sont pas autorisées du tout, et donc, comme des substances de ponte ou certaines plantes qui sont interdites, ou là, des principes actifs comme des médicaments, etc., qui peuvent être utilisés comme médicaments. Donc, ils sont totalement interdits dans les compléments alimentaires. Deuxième critère, c'est la dose, et c'est pour nous, c'est le critère le plus important parce que ça peut donner un effet s'il y a un surdosage ou s'il y a un usage qui n'est pas normal. Et donc, deux aspects très important, qui est l'apport journalier recommandé, l'AGR, qui est la quantité d'un nutriment qu'une personne normale devrait consommer chaque jour au moyen pour couvrir ses besoins. Et le deuxième aspect, c'est la dose maximale autorisée. C'est la quantité maximale autorisée et sans risque d'un nutriment qu'une personne normale peut consommer chaque jour au moyen. Et donc, on donne une importance à ces deux notions qu'on calcule dans chaque complément alimentaire pour vérifier est-ce que vraiment il n'y a pas un dépassement ou un risque pour le consommateur. Nous avons un tableau, ça c'est une note interne, qui définit pour chaque vitamine et chaque minéral quelles sont les doses journalières et quelles sont les doses maximales qui peuvent être autorisées au Maroc. Bien sûr, c'est un tableau marocain et donc il peut différer des autres tableaux qui existent dans le monde. Et donc pour le Maroc, si je prends l'exemple de la vitamine B9, l'acide folique, au Maroc, elle n'est autorisée qu'à hauteur de 200 microgrammes par complément alimentaire. Et donc à l'international, ça peut atteindre jusqu'à 400 microgrammes, chose qu'on n'autorise pas ici au Maroc. Mais c'est en cours de discussion pour voir est-ce que c'est possible de monter jusqu'à 400 ou pas. Un exemple. Troisième critère aussi très important, c'est les allégations. Et donc les allégations sont les représentations et les messages non obligatoires qui énoncent, suggèrent ou impliquent que le complément alimentaire possède des propriétés particulières. Et donc on se réfère à la réglementation européenne qui liste quelles sont les allégations de santé ou les allégations nutritionnelles qui sont autorisées dans les compléments alimentaires. Il y a une directive, c'est la directive 1924-2006, qui définit la notion d'allégation de santé, qu'est-ce que c'est qu'une allégation de santé ou une allégation nutritionnelle, et
créer les différentes catégories d'allégations sur lesquelles on se base pour dire oui, on autorise cette allégation, non, on n'autorise pas. L'étiquetage aussi, c'est la présentation en vue de la vente et les documents commerciaux auxquels doivent se conformer les compléments alimentaires. Et donc là, on se réfère essentiellement à la loi 2807, c'est une loi marocaine sur les étiquetages des aliments en général, mais aussi des compléments alimentaires. Et aussi, on se base sur le règlement européen numéro 1169-2011 qui concerne l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Et donc là, un schéma qui dit quels sont les points les plus importants à vérifier dans un complément alimentaire. Bien sûr, le nom, la composition, etc. Mais tout ce qui est tableau de la composition, on oblige à ce qu'il y ait la composition intégrale bien précise au niveau de l'étiquetage. Et bien sûr, les précautions d'emploi lorsqu'il y a des ingrédients spéciaux. Et le fabricant, le distributeur. Et il y a d'autres éléments que nous ajoutons aussi dans l'étiquetage au niveau du Maroc, c'est que l'information doit être rédigée en langue soit arabe, soit française. Donc, il n'y a pas d'autre langue autre que l'arabe ou le français. Une notion très importante, c'est qu'il doit être mentionné complément alimentaire. Ce n'est pas un médicament, donc chaque complémentaire doit avoir cette mention-là au niveau de son étiquetage. Et bien sûr, un dernier élément, c'est le numéro du certificat d'enregistrement qui est donné par la direction du médicament, doit figurer sur le complément alimentaire. Et donc là, une petite synthèse pour dire c'est quoi la différence entre un aliment, entre un complément alimentaire et un médicament par rapport à ces quatre éléments. Donc pour la composition, les compléments alimentaires, c'est à base de plantes, à base de minéraux et de vitamines, sauf qu'il peut exister au niveau des médicaments, mais c'est à des doses qui sont supérieures. Bien sûr, les nutriments, c'est naturel. Le deuxième critère, c'est la dose. Donc, les compléments alimentaires, c'est essentiellement une dose physiologique. Par contre, au niveau des médicaments, c'est une dose qui est thérapeutique. Par rapport aux allégations, donc au niveau des compléments alimentaires, c'est des allégations santé et des allégations nutritionnelles. Dans les médicaments, c'est des allégations thérapeutiques qui peuvent prévenir, guérir, etc. Donc, c'est différent. Et bien sûr, là, sur le plan prescription, donc les compléments alimentaires, ils sont faiblement à moyennement prescrits. Par contre, les médicaments, une prescription qui est très forte. Et donc, en conclusion, le marché des compléments alimentaires ne cesse de se développer à l'officine et l'officine s'impose comme un secteur de sa distribution, donc ça c'est une bonne chose. Là, ce qui est maintenant nécessaire à mettre en place, et nous avons commencé déjà à le faire, c'est la nécessité de développer un système de nutrivigilance qui permet de garantir la sécurité du consommateur. Nous avons mis en place une cellule de vigilance qui concerne toutes les vigilances des produits de santé et nous avons commencé à recevoir certaines réclamations, certaines plaintes par rapport aux réactifs, aux compléments alimentaires, aux dispositifs médicaux. Et nous avons même traité des cas de vigilance qui sont relatifs à certains compléments alimentaires. Je pense que vous avez dû entendre d'un lait qui a été suspendu une fois, c'est la marque, pas besoin de la citer, mais qui a été suspendu grâce à ce système-là. Et le point le plus important qui reste à développer actuellement, c'est une loi qui soit dédiée aux compléments alimentaires pour vraiment maîtriser et la fabrication, et les importations, et la consommation et la distribution de ces compléments alimentaires. Un projet a été élaboré, il est en cours de finalisation pour pouvoir le mettre à la disposition du Parlement, Inch'Allah, prochainement. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Zerhouni, pour tous ces éclaircissements par rapport aux compléments alimentaires et leur réglementation. Mais juste une précision pour nous tous. À un moment donné, vous avez parlé des compléments alimentaires qui sont fabriqués au Maroc et vous avez dit qu'ils ne nécessitent pas d'être enregistrés, ils n'ont pas besoin du certificat d'enregistrement ? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de certificat d'enregistrement, mais la circulaire ne constitue pas une obligation réglementaire. C'est-à-dire qu'un fabricant peut ne pas venir enregistrer ses compléments alimentaires s'il ne veut pas le faire. Pourquoi ? Parce que la circulaire n'a pas de force de loi et donc il n'est pas obligé de le faire. Maintenant, nous, en tant qu'autorité de réglementation, on essaie de verrouiller au maximum cela, c'est-à-dire comment on le contrôle. D'abord, les importations sont systématiquement contrôlées parce qu'il ne peut pas passer par les frontières marocaines sans avoir ce certificat d'enregistrement. Et donc, en deuxième temps, pour les fabricants locaux, comment on les contrôle ? Bon, ils ne sont pas obligés, mais nous, on essaie de les obliger d'une autre manière. Lorsqu'ils importent la matière première,
ils sont obligés de passer par des frontières et donc on les oblige à venir enregistrer. Par contre, ceux qui peuvent échapper, c'est ceux qui n'importent rien. Et donc ils peuvent fabriquer localement, mettre à disposition localement et vendre sans avoir un certificat d'enregistrement. Alors, ce que je recommande, est-ce que les personnes qui commercialisent, distribuent, et surtout les officinaux, parce que 97% c'est au niveau des officinaux, ils peuvent demander, obliger le certificat d'enregistrement pour pouvoir commercialiser leurs produits. Et nous, de notre part, lorsqu'on sort faire des inspections au niveau du royaume, si on détecte qu'il y a un produit qui est commercialisé sans certificat d'enregistrement, on fait notre travail pour... Sanction. Pas de sanction parce qu'il n'y a pas de loi, mais on essaie de reverrouiller et de recontrôler du mieux. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Zerhouni. Je pense que vous devez sûrement avoir des questions à poser dans la salle. Oui, docteur, je vais vous passer le micro. Merci. Oui, bien sûr, Najia. Bonjour, c'est Dr Hadmrim, je suis médecin. J'ai été honorée de vos interventions et j'ai 3 questions. Je ne sais pas si je peux me permettre 3 questions pour les 3 intervenants. Si c'est fait rapidement, nous avons un temps imparti, nous avons un bon quart d'heure. Je vais essayer, après bon, vous verrez. Alors ma première question s'adresse à professeur Agnew. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez du fer encapsulé ? Vous avez parlé de la farine enrichie et du problème de la biodisponibilité du fer. Nous savons qu'un fer classique n'est pas bien assimilé. Qu'en est-il de l'expérience du fer encapsulé, puisqu'on sait que la micro-encapsulation améliore la biodisponibilité et va améliorer la tolérance? Docteur Mrim, plus rapidement. Deuxième question. Deuxième question, la vitamine D. Aujourd'hui, au niveau des AJR, on est à 5 microgrammes. Vraiment en deçà des besoins de 100 unités, 5 microgrammes. Quand on sait que 92% des femmes sont carencées, quelle est l'initiative que fait le ministère pour ajuster les AJR aux besoins internationaux? Professeur Ayashi, vous avez parlé des doses toxiques de la vitamine D. Est-ce que j'ai le droit de citer un médicament? Le stérogile, 600 000 unités, aujourd'hui, est une dotation au niveau des centres de santé. C'est un danger pour les petits quand on sait que c'est une dose qui n'est pas adaptée aux nourrissants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris dans ce sens? Merci. Merci beaucoup, Dr Malim. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien sûr répondre et d'être assez succinct dans votre... Madame... Je vais vous répondre rapidement. Je n'ai pas dit qu'elle est toxique. J'ai dit que chez les sujets âgés, le fait de prendre 600 000 unités de stérogile augmentait le risque de chute chez les sujets âgés. Alors, dans les explications des auteurs, c'était peut-être que c'est parce que la vitamine D augmente la force musculaire. Peut-être que ces sujets étaient très faibles et le fait de leur donner rapidement une dose a dû paradoxalement leur donner de la force. Ils ont dû marcher et peut-être augmenter le risque de chute. Mais pas de toxicité, elle n'est pas toxique. Voilà. Je n'ai pas fini. Peut-être, on va continuer dans les questions, mais vous les notez alors. Najia Ghili. Bonjour, merci pour ces riches présentations. Pour professeur Al-Lali, effectivement, les études ne sont pas requises pour les ingrédients, sauf si c'est un nouveau ingrédient qui a été mis sur le marché, auquel cas, là, on doit demander des études. Moi, je remercie professeur Agnew et les intervenants parce que je crois que s'il y a un message qu'on doit prendre avec nous, c'est que ça ne pourra jamais remplacer une alimentation équilibrée. Merci Najia. Non, j'ai une question. Non, il y a des remarques et des questions, les deux. C'est pas que des questions, c'est un débat. Et donc, pour Dr Wadia Zerhouni, nous sommes dans une jungle. C'est vrai que depuis 2004, vous revendiquez qu'il y ait un enregistrement, je crois, il me semble, depuis 2004, c'est ça? Oui. Et que là, j'apprends que ce qui est fabriqué localement échappe. Or, vous avez un certificat. Et je me rappelle que j'avais posé la question, on a dit, vérifiez quel certificat. Est-ce que vous n'allez pas imposer une exigence pour que le numéro de certificat figure sur les emballages? Et enfin,
Nos amis, nos confrères tunisiens, je ne sais pas si Chadli Fendri est là, ont repris, ils sont en train de calquer la législation sur les compléments alimentaires sur la base donc, de la directive 46 de l'Union européenne et d'aller dans une législation qui est plus stricte à ce niveau et pour faire une traçabilité. J'attire l'attention sur le fait que dans les hôpitaux maintenant, il y a beaucoup de prescriptions de sirops, de compléments alimentaires qui sont très, très, très chers pour les gens. Où on va avec ça? Et enfin, les ventes sur Internet. Est-ce qu'il y a un système de vigilance? Parce que beaucoup de produits contrefaits passent. C'est une jungle. Il y a des boutiques qui vendent des compléments alimentaires pour les sportifs. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils flinguent leur organisme. Je crois qu'il y a un travail. Je remercie les intervenants. Je remercie les organisateurs. Il faut aller encore plus loin sur les compléments alimentaires. Et les pharmaciens doivent être vigilants sur les allégations de santé. L'Union européenne n'en a qu'une vingtaine. Donc, et là, on voit de tout dans les revendications, dans les allégations. Merci. Professeur Monnery, vous avez une question? Ah oui, l'Académie a fait un travail. Après, Madame Chidedi, après, non, docteur Chidedi. Oui, merci. Monnery, donc Académie de pharmacie. Oui, donc je m'associe aux compliments qui ont été faits aux orateurs. C'est vrai que c'est une question importante que nous débattons souvent dans notre académie. Ce qui m'a étonné, c'est un peu ces compléments alimentaires qui n'ont pas d'enregistrement. Est-ce qu'ils sont vendus légalement en pharmacie? C'est ça qui me pose question, parce qu'il y a normalement un circuit d'approvisionnement. Est-ce que ces compléments alimentaires peuvent passer librement, être vendus, ou sont plutôt vendus dans la rue, enfin dans des échoppes? Voilà, c'est un peu ma question. Madame Chidedi? Mes vifs remerciements aux organisateurs et au panel qui nous a enrichis. Ma question, elle va à la personne pour le contrôle des médicaments. Quelle est votre relation avec l'ONSA? Parce que tout produit fabriqué localement passe par l'ONSA pour avoir la composition. D'accord? Vous me répondrez. Et deuxièmement, j'aurais bien aimé qu'on fasse appel à la médecine indienne en respectant les dorsas Vita, Pitta, Carfa. Il y a la prescription en fonction de la composition profonde de l'individu et aussi à l'homéopathie qui fait allusion à la constitution calcaria, carbonica, phosphorica et fluorica. Je vous remercie. Très bien. Alors, moi, j'aurais une question à poser au professeur Hassan Agnew, et surtout pour nos confrères qui n'étaient pas là en début de cette table ronde. Le professeur Agnew a parlé de la prévention nutritionnelle des maladies non transmissibles et des carences en micronutriments. Et il a parlé à la fin de son exposé sur les outils qu'il a dans son centre de recherche et qu'il a mis à disposition des acteurs de la santé. Alors, je pense que c'est intéressant pour nous, pharmaciens, de savoir quels sont ces outils et plus un peu nous parler de ce Nutri-Score notamment qui est intéressant pour nous et de pouvoir en parler à nos concitoyens au niveau sensibilisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Bnouhoud. Puis après, on va arrêter après la... Merci. Je voudrais poser une question concernant les compléments alimentaires. Je remercie d'abord tous les intervenants pour tous les éléments qu'ils nous ont apportés. Je voudrais poser une question assez précise. Le citoyen marocain a-t-il droit d'avoir les mêmes compléments alimentaires que les Européens? Est-ce possible? Je donne un exemple. La mélatonine, est-ce un complément alimentaire? Le levure de riz rouge, est-ce un complément alimentaire? La chondroïtine sulfate, est-ce un complément alimentaire? Oui. D'accord, ils sont interdits au Maroc en tant que complément alimentaire. Non. On les trouve sur le marché. Si, ils sont interdits à l'enregistrement au niveau de la DMP. La chondroïtine? Oui, la chondroïtine sulfate, madame, est interdite au Maroc, alors que nous avons un rhumatologue qui est parmi nous. Elle donne quand même des résultats. En tant que médicament, il existe? Oui, en tant que médicament, mais en Europe, elle est considérée en tant que complément alimentaire. La mélatonine, elle rentre au Maroc. Vous en avez, elle est vendue sur Internet sur des sites marocains. Alors que les importateurs qui sont officiellement déclarés auprès de la DMP n'ont pas le droit de l'importer. Donc c'est des contradictions sur le complément alimentaire qui sont, comment dirais-je,
c'est impossible de continuer comme ça. C'est impossible. Parce que le complément alimentaire rentre en contrebande, il rentre dans les valises, dans les aéroports, dans les bus, partout. Et le Marocain ne dispose pas des mêmes compléments alimentaires que les Européens. Why? Répondez-moi, merci. C'est très très bonne question. C'est des médicaments pour nous. C'est tout. Non. Comment se fait-il que ce soit des médicaments pour nous ici et que ce soit des compléments alimentaires à l'étranger? C'est possible. Même en Europe. Ça peut être un complément alimentaire dans un pays et un médicament dans un autre. Ok. On laisse pour les réponses. Alors, je crois que nous allons commencer à répondre. Madame, professeur Hassanek, non. Oui. Vous pouvez demander juste à la régie de faire passer. S'il vous plaît, à la régie, pouvez-vous revenir sur la première communication, celle du professeur Agnew, s'il vous plaît? Donc, oui, alors en attendant donc ma présentation, donc, je vais répondre à la première question en ce qui concerne donc, le fer encapsulé. Tout d'abord, il faut savoir qu'au Maroc, la carence en fer chez les femmes enceintes est de 37%. Chez les femmes en âge de procréer, elle est de 32%, 32,6%. Chez les enfants de moins de 5 ans, elle est de 31%. Donc, vous savez, comment dirais-je, l'habitude est une deuxième nature. C'est difficile de changer les habitudes de la population, notamment aujourd'hui, devant votre salle. Je peux vous faire tout un discours sur tous les aliments qu'il faut manger pour faire votre plein de fer. Au bout de 3 mois, vous allez revenir. Moi, j'en ai marre de M. Agnew. Je ne peux pas supporter ce régime-là, ni quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je dis la nature revient au galop. Et c'est pour ça que le gouvernement, là, je suis en train de répondre à votre question. C'est parce que le gouvernement donc, a regardé quel est l'aliment qu'il consomme le plus. Et on s'est rendu compte que c'est la farine que consomme le citoyen marocain. C'est-à-dire sans changer les habitudes du Marocain. Donc, on a pris la farine, on a fortifié la farine. Sauf qu'en 2000, on n'avait pas assez de recul, parce que on est qu'en 2000, c'est la réunion d'Atlanta, qu'on avait assez de recul par rapport aux biodisponibilités du fer. Et donc en 2000, on avait fortifié la farine avec le fer élémentaire. D'accord. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des inhibiteurs tels que les phytates, donc qui ont empêché cette biodisponibilité. En plus de ça, comme nous sommes aussi des buveurs de thé, donc ça n'a pas marché. Au bout de pratiquement 7 à 8 ans de fortification, on s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Et on a pensé effectivement au fer encapsulé, c'est-à-dire de fer élémentaire, juste du fer élémentaire encapsulé. Et c'est au Japon que ça a démontré donc, sa biodisponibilité. Effectivement, c'était biodisponible. Mais madame, vous oubliez une chose, le prix. Vous oubliez le prix, madame. C'est pratiquement impossible que les métiers puissent mettre. Et autre chose, il y a aussi ce qu'on appelle le dossier technique, c'est-à-dire est-ce que la farine, est-ce qu'on peut mettre du fer encapsulé dans la farine? Ça n'a pas été possible. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le fer EDTR. Voilà. Moi, je viens de répondre à votre question. Alors concernant les outils, je vais à la fin. Tout à l'heure, j'étais obligé de faire un peu de Speedy Gonzalez pour ne pas avoir tapé sur les doigts de la part de Selma. Donc là, je vais prendre mon... j'y arrive. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé les diapos tout à fait à la fin. En fait, après... J'espère que vous allez me poser la question sur la vitamine D. Sinon, je vais me la poser moi-même. Alors, voilà. Alors, les outils. Alors, ce que vous savez, voilà, en fait, il y a 4 outils que nous avons développés, bien sûr, avec le ministère de la Santé, avec l'ONSA. Donc, le ministère de la Santé, aussi bien la direction de la population que la direction de lutte contre les maladies non transmissibles. Et le premier outil que vous voyez ici, à votre gauche, c'est la première table de composition des aliments. Il n'y a pas de table de composition. C'est la première table de composition. Ça, c'est un outil important pour les pharmaciens, pour les médecins. Le deuxième outil, le suivant, c'est-à-dire le profil nutritionnel des recettes marocaines. Et ça, on ne sait pas conseiller, on ne sait pas quoi dire aux patients. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger lorsqu'il est diabétique ou hypertendu et tout. Et ce premier outil, le profil nutritionnel,
va être un outil très intéressant pour vos patients et pour vos clients. Et le troisième outil, c'est le premier guide des portions alimentaires, notamment lorsqu'on veut faire des études, c'est-à-dire le ministère de la Santé veut faire des études sur le terrain. Et puis le quatrième, c'est quels sont les aliments, les acides gras qui contiennent des acides gras trans. Parce qu'il faut le savoir qu'au Maroc, nous baignons dans les acides gras trans, sans le savoir. Juste ce matin, je regardais un peu petit déjeuner, il y a plein de petits croissants et tout ça. C'est plein de l'huile de palme. D'accord, parce que les industriels utilisent l'huile de palme parce que c'est l'huile la moins chère. Et vous avez le sixième, c'est l'indice glycémique. Ça, on est en train de travailler dessus parce que nous avons nos propres aliments et tout marocains consomment au Maroc, mais on ne connaît pas plus ou moins l'indice glycémique. Et enfin, le Nutri-Score qui intéresse mon amie Selma. Alors, voilà cette histoire de Nutri-Score. Alors, ce Nutri-Score, c'est un travail que nous avons nous avons fait ensemble avec Serge Herzberg. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Herzberg, c'est un Français, et c'est lui le père de PNNS français, et c'est aussi lui le père du Nutri-Score. Alors, ce calcul du Nutri-Score, je ne vais pas vous embêter avec ça parce qu'il y a tout un calcul pour arriver. On prend chaque aliment c'est-à-dire on analyse sa teneur en sucre, en sel, en gras, et on détermine son score. Si vous voyez ici, donc, la boisson qui est tout à fait à gauche, je ne vais pas citer son nom, donc il est classé A. Et puis vous avez la boisson qui est tout à fait à droite, que vous connaissez tous et toutes, donc il est classé E. Et pourquoi ce discours est intéressant? Parce qu'il permet de comparer les mêmes catégories d'aliments entre eux, et non c'est-à-dire de produits, entre produits et produits. Et là, en bas, c'est ce qui est fait notamment pour les différents cornflakes. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement les Marocains, là, je vais faire des malheureux, je suis désolé. Moi aussi, je suis parmi ces malheureux parce que j'adore Rfissa. Et comme vous le voyez, Rfissa est tout à fait à droite et il est mal classé. Sauf la même chose, la même chose. Donc, ça, c'est des aliments aussi qu'il ne faut pas conseiller à des gens qui sont diabétiques et hypertendus. Et là, vous voyez le fameux tagine, le troisième, avec les œufs et tout ça, que des fois on a tendance à bouder. Au contraire, c'est un bon tagine, je vous conseille de le manger. J'espère que déjeuner, on aura ce type de danger. Parce que je n'ai parlé au chef cuisinier ce matin. Alors, voilà un peu, donc, voilà comment on peut classer ces aliments. Alors, comme vous ne m'avez pas posé de la question concernant la vitamine D, je vais me la poser, je vais y répondre, si vous permettez, Madame Selma, parce que c'est quand même quelque chose de fondamental. Alors, vous voyez, pratiquement la plupart des Marocains ont une carence en vitamine D, n'est-ce pas, hein? Alors, moi, je vous pose la question. Rappelez-vous, deux fois, j'ai fait ça. 2 fois, j'ai dit... voilà, on va y arriver. Voilà, égalité, équité. Rappelez-vous, égalité, équité. Alors, en fait, rappelez-vous, je vous ai parlé de l'IMC concernant l'obésité. Je vais y arriver peut-être. Voilà, regardez. Alors, pour l'IMC, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un référentiel de l'OMS, d'accord, sur un point moyen international. Et à partir de cela, donc, on a déterminé, on s'est dit qu'au Maroc, ou bien en Afrique, un IMC qui est supérieur ou égal à 30, on est obèse, n'est-ce pas? Ça, c'est l'égalité. Donc, c'est quelque chose qui est universel. Et puis, lorsque vous regardez au niveau du Japon, les Japonais ne sont pas alignés. Ils ont fait leur propre. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'à partir d'un IMC 25, ils ont des pathologies différentes qui sont associées. Hein, et c'est là qu'on parle d'équité. Et donc, les Japonais, on est obèses à partir d'un IMC de 25. Et maintenant, je vous invite, mes chers amis, le Marocain, vous savez, la vitamine D, c'est 80% d'exposition solaire, et puis le reste, 20%, c'est uniquement l'alimentaire. On est bien d'accord. Alors, si vous regardez, tout à l'heure, vous avez parlé de votre étude, elle fait la même chose à l'hôpital militaire, c'est 75% donc ont une insuffisance en vitamine D, et puis les personnes, c'est-à-dire les femmes obèses, pratiquement 95%. Alors, le problème est le suivant. Le Marocain, le Maghrébin, il a besoin d'une exposition au soleil 3 fois plus qu'une population caucasienne. D'accord? Et un Africain, il a besoin de 6 à 7 fois plus d'exposition au soleil.
La question est la suivante. Cette fourchette que nous utilisons, fourchette européenne que nous utilisons pour dire qu'on est carencé ou pas, est-ce que c'est égalité ou équité? Égalité. Donc il faudrait penser à l'équité. Il est plus que temps de voir qu'est-ce qu'il en est. Regardez un peu tous ces gens-là qui sont carencés en vitamine D, est-ce qu'ils ont des problèmes ou pas? Il faut faire une révision des choses. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai pris la citation d'Einstein qui dit si vous continuez à faire la même chose en espérant un résultat différent, vous vous trompez. Il est plus que temps de faire les choses différemment. Il faut être out of the box. Voilà un peu cette démarche que j'invite d'ailleurs. On est en train de travailler là-dessus, mais je vous invite aussi à y réfléchir avant de prescrire. Voilà. Agnew, alors, autre chose, dernier point, 30 secondes, juste 30 secondes. Si vous permettez, je reviens sur la vitamine D. Oui, bien sûr. Parce que, si j'ai bien compris, vous parlez de seuil de vitamine D quand on suit le seuil européen. Au fait, pour définir le seuil, chaque fois que la vitamine D diminue à partir d'un certain seuil et qu'il y a une augmentation de la parathormone, c'est ça le seuil d'insuffisance en vitamine D. Or, dans les études que nous avons réalisées, on a dosé aussi la parathormone, il y avait une augmentation au même seuil que les Européens. Donc on doit respecter les mêmes seuils parce que ce sont nos seuils également. Et l'insuffisance en vitamine D, vous avez raison, on a un pays ensoleillé, le problème c'est que tout le monde est couvert, personne ne s'expose. Et donc les recommandations d'ailleurs de 10 minutes 3 fois par semaine sont bonnes, mais à condition d'avoir au moins les bras découverts pour pouvoir en profiter. Je crois qu'il va falloir faire toute une intervention sur la vitamine D la prochaine fois. D'accord. Alors, juste un dernier point. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Là, je me pose une deuxième question. J'attendais que vous ne l'a pas posée. Tout à l'heure, vous avez parlé de la dose. Comme dit un confrère suisse, il dit le poison, c'est la dose, n'est-ce pas? OK. Il y a aussi plus compliqué. Vous savez, on n'a pas parlé des interactions. Si vous donnez de fer à quelqu'un et dans le même, vous lui donnez aussi du zinc, il y a un problème, il y a une interaction. Ça ne sert à rien. Il rentre en compétition. Il faut une approche assez étudiée pour. Merci beaucoup, professeur Agnew. Docteur Zerhouni, je pense qu'il y avait des questions pour vous. Très bien. Donc, je vais commencer par la première question concernant les AJR. Donc, est-ce que le ministère fait des initiatives pour ajuster les AJR? J'ai dit que nous avons une commission nationale qui statue sur les dossiers des certificats, des dossiers des compléments alimentaires, et c'est la même commission qui statue également sur les AJR. Cette commission se réunit pratiquement une fois par trimestre pour faire passer les dossiers et pour aussi discuter des tableaux, des dosages, etc. C'est vrai, on fait très attention à ces doses-là. On a beaucoup de demandes pour les faire augmenter. J'ai cité tout à l'heure le cas de la vitamine B qui est à 200 microgrammes et qu'en Europe, c'est à 400 microgrammes. Actuellement, on fait beaucoup attention à ne pas augmenter ces doses-là parce qu'on sait très bien que les compléments alimentaires ne sont pas assez réglementés au Maroc. Donc, il n'y a pas des sanctions. Si quelqu'un augmente au-delà de ça, quelle est la sanction qui va suivre? D'accord? Donc, on essaie de rester un peu limitatif au Maroc jusqu'à ce qu'il y ait une vraie loi avec des vraies sanctions. Là, on peut se mettre à ces niveaux-là, ce qui se passe au niveau de l'Europe. Mais actuellement, non. Pour la vitamine B, je la cite toujours parce que c'est toujours en discussion chez nous actuellement. La demande, c'est vers les 400 microgrammes. Nous, c'est 200 microgrammes. On est en train de négocier vers les 250, pas plus, parce qu'il n'y a pas de contrôle. On ne peut pas contrôler sur tout le royaume qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il rentre, etc. Donc, on reste un peu limitatif. Deuxième question qui concerne les fabriqués localement qui échappent. C'est vrai que j'ai dit que ça échappe, mais il n'y a pas trop de fabricants. Au Maroc, on a pas plus de 10, si je me trompe, pas plus de 10 fabricants. On enregistre au Maroc par an 450 produits. Sur les 450 produits, il n'y a pas plus
pas plus de 10% qui sont fabriqués, même pas. 450, mais c'est en augmentation, je crois. 450 nouveaux produits par an. Je dis Et 450 c'est en augmentation. nouveaux produits. Bien sûr que c'est en augmentation. C'est 450 nouveaux produits par an et la majorité, c'est des importations. Donc les fabriqués localement, j'ai dit qu'ils peuvent échapper. Ils n'échappent pas tous. On les contrôle par les importations des matières premières, mais ils peuvent échapper. Ça, c'est un chiffre qui est un peu réduit. Vous avez dit sur l'emballage, il doit y figurer le certificat d'enregistrement, on l'oblige. Dans chaque certificat d'enregistrement, on mentionne que la mention, c'est un complément alimentaire, c'est pas un médicament, et le numéro de certificat d'enregistrement, il doit figurer sur l'étiquetage. Si vous détectez quelqu'un qui ne l'a pas fait, faites-nous le savoir. Et puis la vente sur Internet, là aussi on est très vigilant. On a eu beaucoup de cas et de réclamations concernant la vente de certains médicaments et compléments alimentaires et autres produits sur Internet, et on réagit rapidement. On envoie des lettres à la AK, aux sites concernés, pour ne pas les citer les sites. On est réactif par rapport à ces notifications-là. Une autre question concernant les circuits de distribution des compléments alimentaires qui sont fabriqués. J'ai cité dans ma présentation, c'est l'étude d'une thèse, entre parenthèses, mais ça reste un peu très bien comme chiffre, c'est-à-dire que 80% des compléments alimentaires que sont sur le circuit médicaments, ils passent par la pharmacie. 13% par la parapharmacie qui est, entre parenthèses, elle aussi, elle est réglementée en quelque sorte. Le reste, ça reste combien? 7% je pense, c'est dans les grandes surfaces. Et le 1%, la 0,5% dans l'Internet qu'on essaie de minimiser au maximum. Une autre question sur la relation de la DMP avec l'ONSA. On travaille en étroite collaboration puisque nos commissions, l'ONSA y fait partie. Donc l'ONSA, elle contrôle tout ce qui est alimentaire. Et tout ce qui est complément alimentaire, médicaments, c'est au niveau de la DMP. Et dans notre commission, on invite automatiquement, pour les compléments alimentaires, des représentants de l'ONSA pour qu'ils nous aident à détecter les produits borderline, contrôler avec nous l'étiquetage, puisque la loi sur l'étiquetage, c'est surtout au niveau des aliments. Et donc, on travaille en étroite collaboration avec l'ONSA. Et même, on fait des inspections conjointes, des fois, on fait des inspections conjointes avec l'ONSA. Dernière question concernant la chondroïtine et la mélatonine. Effectivement, ils ne sont pas encore autorisés au Maroc, et c'est pour la même cause pour ce que j'ai dit pour les doses, parce que c'est difficile de les contrôler, mais ceci dit, ils peuvent être enregistrés comme médicaments pour l'instant. Si vous voulez enregistrer la chondroïtine, amenez un dossier en tant que médicament, et là, on peut l'enregistrer, mais avec les exigences nécessaires pour un médicament. Voilà, c'est tout, merci. Merci, Dr Zarrouni. Alors, le temps qui nous est imparti est terminé, mais j'ai le professeur Agnew qui veut juste apporter une précision sur les AGR, et je donne la parole à Naji Erghibi, et après c'est terminé parce que le professeur Hassan Chilli est présent pour faire la prochaine communication sur le vertige, et je ne veux pas prendre de son temps. Donc, rapidement, s'il vous plaît, oui, Hassan. 30 secondes. C'est juste, donc, parce qu'il y a une confusion dans cette histoire d'AGR et des ANC. Excusez-moi, madame, professeur Agnew est en train de parler. On en a déjà parlé, madame Chidadi, tout à l'heure. On en a parlé. Non, ils n'ont pas donné l'autorisation. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé avec Dr Zarrouni. Mais excusez-moi, là, on a interrompu professeur Agnew. On vous laisse parler, on laisse juste terminer, madame Agnew. Oui. Alors, non, juste parce qu'il y a souvent une confusion entre l'histoire des AGR et des ANC. Vous le savez tous, les AGR ne tiennent compte ni de l'âge, ni du sexe, ni de l'état physiologique. Et les ANC tiennent compte de l'état physiologique, du sexe et du genre. Le problème, c'est qu'au Maroc, nous devons raisonner uniquement en AGR et non en ANC. Parce qu'au Maroc, on n'a pas d'ANC, on n'a pas fait d'études là-dessus. Les ANC que nous utilisons, en fait, les ANC, c'est au niveau, par exemple, les Français, ils font, par exemple, tous les 10 ans, ils font une étude pour mettre en place à jour leurs ANC. Nous, au Maroc, on n'en a pas. Donc, s'il y a un raisonnement que vous devez faire, c'est en fonction des AGR. Merci.
Quelle est la question sans micro? Vas-y, rapidement. Alors, ma question, c'est à Mme Wadier. Désolée, pardon. Il ne marche pas. Ah si, ça marche. Une dernière question. En fait, c'est ta réponse qui m'a... J'ai rebondi dessus. Les compléments alimentaires importés. Or, on sait... Moi, juste une question de clarification. Est-ce que vous avez des pays ciblés, connus, qui travaillent qui contrôlent pour ces compléments alimentaires importés, sachant qu'on a eu des compléments alimentaires qui viennent des Émirats, qui viennent de Jordanie, d'Inde, etc., et qui sont contaminés, qui peuvent être des contrefaçons, parce que importer, c'est cette notion d'importer qui m'interpelle. Voilà, merci. Alors, chaque complément... Ça marche? Chaque complément alimentaire qui est importé, automatiquement, il doit bénéficier d'un certificat d'enregistrement. Donc, il ne peut pas rentrer sur le territoire national sans qu'il ait notre autorisation. Et bien sûr, qui dit notre autorisation dit un contrôle, c'est-à-dire une évaluation technique, les bulletins d'analyse, l'étiquetage, la composition, etc. Donc, automatiquement, les importations, ils sont sous notre contrôle. D'accord? Donc, soyez à l'aise, tous les importés, on les contrôle. Maintenant, je reste entre parenthèses, il y a tout ce qui n'est pas légal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des importations parallèles. Et donc là, c'est la veille que doit être faite par les professionnels de la santé. Lorsque vous détectez, moi je vous le dis tout, je l'ai dit, je vous le redis, lorsque vous détectez quelque chose qui ne marche pas, qui ne colle pas, qui ne répond pas à nos exigences, faites-le nous savoir, c'est tout. Donc nous, on sait ce qu'on fait. Merci. Merci, Dr Zeroni. Merci pour votre présence, chers confrères, et merci pour les intervenants. Cette table ronde, on aura encore l'occasion de parler des compléments alimentaires. Et je veux m'excuser auprès du professeur Hassan Cheli, où nous avons pris un petit peu de votre temps. Et... Comment? Pas de souci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir avec nous.